Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le cours sur les variables aléatoires. Donc c'est un cours que l'on voit en fin d'année de première et qui peut être intéressant de revoir pour la classe de terminale. Alors, qu'allons-nous voir dans ce chapitre? La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va définir ce qu'est une variable aléatoire. Ensuite, on va définir ce que l'on appelle la loi d'une variable aléatoire. Et enfin, nous allons essayer en fait de résumer ce qu'est une variable aléatoire à l'aide de deux indicateurs que vont être l'espérance et la variance, ou écart type, de cette variable aléatoire. Alors, dans ce chapitre, ce qui va être quand même assez important, c'est qu'on est dans le cadre des probabilités. Et en fait, souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, mais avant de parler de probabilité, il est très important de définir ce que l'on appelle l'univers de notre expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est tout simplement que l'univers d'une expérience aléatoire? En réalité, c'est tout simplement de lister tous les résultats possibles que l'on peut obtenir. Pourquoi c'est aussi important? C'est que si par exemple vous jouez à pile ou face, et que vous dites, mon univers, c'est soit pile, soit face. Très très bien. Vous jouez 10 000 fois, et la 10 000e fois que vous jouez, vous obtenez la face. C'est quand même très embêtant, parce que au final, vous changez les règles du jeu. Au lieu de dire que c'est pile ou que c'est face, c'est pile, c'est face, ou c'est la tranche. Et donc ça, c'est très important, dès le départ, de bien lister toutes les issues qui puissent tomber, de ne pas en oublier. Et donc c'est la première chose à faire. Donc ici, à chaque fois, les issues, on va les appeler E1, E2, jusqu'à E2n. Nous, on va travailler dans une situation où il y aura toujours un nombre fini d'issues. Et en réalité, l'univers d'une expérience aléatoire, l'univers, ça peut faire peur, mais c'est en fait tout simplement l'ensemble des résultats que l'on peut avoir. Si on lance un dé à 6 faces, tout simplement, on peut associer chaque face au numéro qui lui est associé, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc finalement, l'univers correspondant au lancer d'un dé, ça peut très bien être en fait l'univers 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire en réalité, soit obtenir la phase 1, soit obtenir la phase 2, la phase 3 et ainsi de suite jusqu'à la phase 6. Ok. Et une fois qu'on a défini notre univers, on va déterminer ce qu'on appelle une probabilité sur cet univers. Un dé normalement qui n'est pas truqué, on a une chance sur 6 d'obtenir chaque face. Mais attention, c'est si votre dé n'est pas truqué. Si votre dé il est truqué, qu'on a fait en sorte qu'il a été creusé à l'intérieur, peut-être que finalement la face 6, elle a une chance sur 2, qu'on a une chance sur 2 d'obtenir la face numéro 6. Et donc une fois qu'on a défini notre univers, la deuxième chose qu'il faut bien faire, qu'il faut bien définir, c'est en fait la loi de probabilité de notre univers. C'est-à-dire de préciser si les résultats ils sont équiprobables ou s'il y a euh, une inéquité de la faisabilité de chaque résultat. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur notre univers, que l'on a une probabilité, qu'on a défini une probabilité sur cet univers, qu'est-ce qu'on appelle variable aléatoire? En fait, variable aléatoire, ça va être en fait une fonction qui est définie sur l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque résultat que l'on peut obtenir de notre expérience aléatoire, on va associer une valeur. Alors, historiquement, en fait, les variables aléatoires, elles ont été utilisées pour modéliser les gains dans un jeu. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'un des premiers exemples, c'est de savoir si j'ai la phase 6, quelle somme je vais gagner. En fait, c'est un certain résultat, quel est le gain que l'on va obtenir. Ce gain étant algébrique, c'est-à-dire que si vous gagnez 10 euros, votre gain, ça va être 10, ça je pense qu'on est tous OK. Mais si vous perdez 5 euros, par exemple, on va dire que le gain, ça va être moins 5. On va lui attribuer un signe pour préciser quand est-ce que l'on perd. Et une variable aléatoire, en fait, ça a servi, en réalité, à associer à un résultat d'un jeu aléatoire le gain qui lui est associé. D'accord? Ensuite, nous allons avoir des notations assez particulières. Par exemple, justement, x égale à 10, avec les accolades. Les accolades, c'est pour bien préciser que l'on a affaire à un événement, c'est-à-dire une collection de résultats de notre expérience aléatoire. Et en fait, gagner 10 euros, ça va correspondre, on va le noter tout simplement, x égale à 10 si x est notre variable de gain. Et ça va en fait correspondre, cette notation, à tous les résultats de notre expérience aléatoire qui amènent à un gain de 10 euros. Et on notera tout simplement P de x égale à 10 si on veut calculer la probabilité que notre gain est de 10 euros. Et on peut faire de la même manière avec des inégalités. Si on veut par exemple
les gains qui sont inférieurs ou égaux à 10 euros, on va pouvoir noter cet événement de manière très efficace en disant tout simplement x inférieur ou égal à 10 et noter la probabilité de cet événement tout simplement pour été de x inférieur ou égal à 10. Alors, premier exemple, justement, on va considérer une expérience aléatoire où on va lancer notre fameux dé à 6 faces et qui est équilibré. Donc notre univers, c'est bien l'ensemble des nombres entiers de 1 à 6. Et on va décider que notre joueur il perd 8 euros si la face obtenue est paire, et que sinon, il gagne en euros le double de la valeur de la face qu'il a obtenue. Donc on va compléter d'abord ce tableau, hein, qui est en fait un tableau de gain, qui à chaque face va nous donner le gain. Donc on a vu qu'on perd 8 euros si la face obtenue est paire. Donc si les faces c'est 2, 4 ou 6, eh ben on sait qu'à chaque fois, on va perdre 8 euros. Et comme on perd, eh ben on va mettre le signe moins pour préciser qu'on perd de l'argent. Bon, et sinon, eh ben on gagne le double. Donc si par exemple on a obtenu la face numéro 1, ben on va gagner le double. On va gagner donc 2 euros. Si on obtient la face numéro 3, ben on va gagner le double. On va donc gagner 6 euros. Et si on obtient enfin la face numéro 5, on gagne le double, c'est-à-dire 10 euros. Alors, cette manière de résumer la situation, elle pourrait correspondre dans cette situation parce qu'il n'y a pas énormément de résultats. Mais imaginez que vous lancez une roulette de casino où il y a une cinquantaine de cases. Il n'y en a pas une 37 cases. Et ben, ça commence à devenir un petit peu compliqué de devoir hiérarchiser tous les gains. Donc vous allez voir que ce qu'on va appeler loi tout à l'heure d'une variable aléatoire, ça va principalement avoir comme objectif, en fait, de résumer, de réduire l'information. Donc finalement, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au gain. Là, vous voyez, il y a des redondances. Le moins 8, il apparaît plusieurs fois. On a envie, en fait, de réduire ce tableau. Mais pour l'instant, bon, bah, nous, l'idée, c'est de dire, bah, une variable aléatoire, c'est quoi? C'est une fonction. Et x de 1, c'est quoi? C'est si jamais j'obtiens à la face le résultat 1, ben, quel est mon gain? Eh ben, mon gain, c'est 2, tout simplement. Si j'ai obtenu la face numéro 2, quel est mon gain? Eh ben, mon gain, c'est moins 8. Mais ça sera aussi la même image si, par exemple, je calcule x de 4 ou si je calcule x de 6, puisque l'on a vu qu'à chaque fois qu'on avait un nombre pair, eh ben, à chaque fois, on perdait 8 euros. Donc on va décrire l'événement perdre 8 euros, par exemple, à la fois sous la forme d'un ensemble, c'est-à-dire quelles sont les phases qui permettent de perdre 8 euros. Bon, ça c'est très facile, hein. Donc on va bien mettre entre accolades. Et les phases qui font perdre 8 euros, ce sont les phases 2, 4, 6. C'est une première manière de noter cet événement. Mais une autre manière de noter cet événement, grâce à la variable aléatoire x, qui ici est la variable aléatoire qui a un résultat, qui a un lancé, une face obtenue associe le gain, bah c'est tout simplement de dire que x est égal tout simplement à moins 8. C'est aussi une autre manière de définir tout simplement notre événement. X égale à moins 8, c'est en réalité, comme ça veut dire que c'est les résultats, c'est 2, 4, 6. Autre exemple, gagner au moins 6 euros. Donc ça veut dire soit 6 euros, soit davantage, sous la forme d'un ensemble. Bon, bah en fait, dans quelle situation on gagne au moins 6 euros? Si vous regardez les tableaux, il y a deux situations. C'est soit la phase 3, soit la phase 5. Et j'aurais pu le noter tout simplement à l'aide de la variable aléatoire x. Et ben en fait, x supérieur ou égal à 6. Alors notez bien qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à gagner au moins 6 euros ou gagner moins de 6 euros. Il faut faire très attention ici au niveau du français. Et vous allez voir que souvent on utilise au moins, au plus, parce qu'il y a un petit peu moins d'ambiguïté par rapport à la manière de comprendre l'énoncé. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est une variable aléatoire, on va définir ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire. Donc on peut imaginer notre gain. Dire qu'on fait la loi d'une variable aléatoire, c'est lister toutes les valeurs possibles de notre variable aléatoire, c'est-à-dire tous les gains possibles de cette variable aléatoire, et ensuite d'associer à chaque valeur, à chaque gain, sa probabilité, sa faisabilité, sa mesure de faisabilité. Et donc, on va souvent représenter la loi d'une variable aléatoire sous la forme d'un tableau, où en fait, on va, dans une première ligne, donner toutes les valeurs de
de notre variable aléatoire, que peut prendre notre variable aléatoire, et dans une deuxième ligne, les probabilités correspondantes à la prise de cette valeur par notre variable aléatoire. Donc vous voyez ici, par exemple, si dans l'exemple précédent, où je vous ai remis l'ensemble des faces avec les gains associés, ben, quelles sont finalement les différentes valeurs que l'on a? Ben, on en a 4. On a moins 8, je vais dire que c'est la première valeur, je les ai rangées dans l'ordre croissant, mais je n'étais pas obligé. Ensuite, comme gain, j'ai moins 8, et comme gain, j'ai 2, j'ai 6 et j'ai 10. D'accord? Si je devais calculer les probabilités, par exemple, P de x égale x1, en fait, P de x égale x1, ici, c'est tout simplement la probabilité de x égale à moins 8. Bon, alors c'est là où c'est très important de se rappeler que le dé, il était parfaitement équilibré, que l'on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Et je vous rappelle que x égale à moins 8, en termes d'événements, ça correspondait en fait aux faces 2, 4 et 6. Donc on a bien 3 faces favorables sur les 6 faces possibles. On a donc une chance sur 2 de perdre 8 euros. Si on voulait calculer cette fois-ci la probabilité de x égale à x2, ben x2 ici j'ai décrété que c'était 2. Donc c'est quelle est la probabilité de gagner 2 euros. Mais il n'y a qu'une seule manière de gagner 2 euros, c'est d'obtenir la face 1. Donc je n'ai qu'une seule face favorable sur les 6 possibles. Et donc ma probabilité, c'est bien une chance sur 6. Bon, alors finalement, nous, ce qu'on va faire, c'est donner la loi de probabilité. Donc, comme on a dit ici, dans la première ligne, en fait, on va donner toutes les valeurs possibles. Remarquez bien qu'il y a une différence fondamentale entre ce que j'ai appelé E indice I et X indice I. E indice I, ici, ce sont les faces, les résultats de départ de mon expérience aléatoire, les faces de 1 à 6, alors que X indice I, ici, ça correspond aux gains aux différents gains que je peux avoir dans ce jeu. Et donc ici, j'en ai 4, moins 8, 2, 6 et 10. Et ensuite, ben, pour déterminer la loi, en fait, je vais associer les probabilités de chacun de ces gains. Comme on a vu, moins 8, en fait, c'est une chance sur 2, que j'aurais pu aussi écrire 3 chances sur 6. Vous verrez que suivant les cas, il y a une ou l'autre des écritures qu'on va privilégier. Pour obtenir la phase 2, ben, on avait vu que c'était une chance sur 6. Et c'est pareil hein, pour la phase 6 ou la phase 10. À chaque fois, c'est une chance sur 6. Et en fait, on peut remarquer que automatiquement, si vous n'avez pas oublié de gain, la somme en fait de toutes ces P indice I, ces probabilités d'obtenir chacun des gains, ça doit faire 1. Et ça, souvent, ça va être une manière de vérifier que vous avez bien obtenu la loi de votre variable aléatoire. Si la somme ne fait pas 1, je suis désolé pour vous, mais c'est qu'il y a un petit souci. Donc maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'une variable aléatoire et la loi d'une variable aléatoire, on va en fait essayer de résumer à l'aide d'indicateurs cette variable aléatoire. Et ça veut dire quoi? C'est un petit peu comme en statistique, quand vous avez les notes d'un devoir, on va résumer par exemple la performance d'une classe par la moyenne des notes obtenues dans cette classe. Ça va être ce qu'on appelle un indicateur de tendance centrale. Et on va faire la même chose avec une variable aléatoire. Parce qu'en gros, une variable aléatoire, vous pouvez par exemple la répéter 36 fois, et c'est comme si vous aviez 36 notes, 36 gains d'élèves, vous avez envie de savoir l'équivalent de la moyenne qu'a obtenu ces 36 élèves. Alors ici, ce n'est pas une moyenne, parce que on essaye en fait de donner une idée que pourrait avoir la moyenne. C'est ce qu'on appelle l'espérance, en fait. C'est la moyenne d'argent que l'on peut, la moyenne des gains que l'on pourrait espérer, en réalité. Qu'on n'aura pas toujours. Mais ça va être très simple. C'est-à-dire que si en moyenne, l'espérance est négative, c'est-à-dire que vous allez en moyenne perdre de l'argent. Si l'espérance est positive, ça veut dire qu'en moyenne, vous allez gagner de l'argent. Et vous allez pouvoir quantifier, de savoir si votre jeu, il vous est favorable ou s'il ne l'est pas. Donc, ici, on a une définition qui est très simple. C'est qu'une fois qu'on a notre loi, en fait, on va tout simplement faire en fait, une moyenne des valeurs x1, x2, xk, mais pondérée en fait, par les probabilités. Il faut bien comprendre que souvent, une pondération, c'est comme un coefficient. Si on vous dit que vous avez un contrôle qui est coefficient 10, il ne faut pas forcément de suite vous dire « Ah là là, le contrôle, il a une importance incroyable ». Parce que si le contrôle d'avant, il était coefficient 20,
Bah, en fait, tout est relatif. Un coefficient 10 contre un coefficient 20, bah, en fait, c'est 2 fois moins important. Voilà. Bah, les probabilités, c'est pareil. Si on vous dit que vous êtes à coefficient 0,1 parce qu'on vous avait donné la probabilité 0,1, bah, c'est relatif. Parce que si vous avez une probabilité d'un centième, bah, le 0,1, il est 10 fois plus important qu'un centième. Donc en réalité, les P1, P2, Pk, il faut les voir comme des coefficients. Mais des coefficients dont la somme fait 1. Donc si vous avez par exemple une probabilité de 0,9, bah, ça veut dire que c'est 90%, ça va compter pour 90% de votre moyenne, donc c'est énorme. Et c'est exactement ce que l'on fait ici. Donc dans notre exemple, je rappelle la loi, et on va calculer notre espérance. Donc ici, l'espérance de x, bah, ça va être tout simplement, alors vous allez voir que je vais plutôt utiliser 3 sixièmes que 1 demi, de manière pratique pour avoir tout au même dénominateur, fois la valeur obtenue, fois moins 8. Plus 1 sixième fois 2, plus 1 sixième fois 6, plus 1 sixième fois 10. Bon, et on va pouvoir faire tranquillement ce calcul. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, vous voyez, on va obtenir moins 24, plus 2, plus 6, plus 10, le tout divisé par 6. Donc c'est pour ça que c'était pas si idiot d'utiliser plutôt les probabilités sur 6. Et ça, combien ça va nous faire? Eh ben, par exemple, on a 2 plus 6, ça fait 8. 8 plus 10, ça fait 18. On va obtenir moins 1 exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce jeu, si entre guillemets on avait une distribution parfaite, une série de lancers parfaites qui correspondaient exactement, dont les fréquences correspondaient exactement aux probabilités, bon, c'est très rare, hein, et parfois impossible, parce que là, vous voyez bien, si vous jouez 5 fois, ça sera impossible d'avoir seulement une fréquence de 1 sixième. Mais si on imaginait qu'on avait une série statistique dont les fréquences étaient exactement les mêmes que les probabilités, eh ben, en fait, on aurait comme moyenne l'espérance que l'on a calculée. Et donc l'espérance, c'est vraiment un équivalent de moyenne, c'est un indicateur de tendance centrale, et ça vous donne en fait une idée du gain moyen que vous pouvez espérer. Et là, dans notre exemple, bah, l'espérance est négative, ce qui veut dire qu'en moyenne, on perd 1 euro par jeu. Si vous jouez 15 000 fois, comme en moyenne vous perdez 1 euro par partie, bah, vous allez pouvoir espérer je ne pense pas, mais vous allez pouvoir estimer que votre perte, elle sera aux alentours de 15 000 euros. 15 000 fois moins 1. Quand on a une espérance qui est différente de 0, eh ben on dit que le jeu n'est pas équitable. Hein. Quand vous avez une espérance qui est égale à 0, bah, ça veut dire que finalement, en moyenne, vous n'allez ni gagner ni perdre. Donc c'est entre guillemets équitable. Si l'espérance est négative, comme on vient de le voir, bah, le jeu il est défavorable envers le joueur. Et si l'espérance est positive, bah, le jeu il vous est favorable. Ça peut être intéressant d'essayer de faire une simulation, d'essayer de voir un petit peu comment ça se passe si on joue un très grand nombre de fois, en quoi ce moins 1 apparaît. Pour commencer, alors je vous conseille, si vous voulez faire la manipulation, le site Baston, qui est un nom assez rigolo, qui va permettre d'avoir exactement la même disposition, c'est-à-dire une partie édition. Vous voyez, cette instruction-là, je l'ai mis dans un script que je vais exécuter. Vous voyez, là, j'ai marqué que le script est exécuté. Et une console. La console me permettant, entre guillemets, de dialoguer avec Python. Par exemple, 1 plus 1, il va me répondre que c'est 2. Si je lui demande si 1 plus 1, est-ce que c'est bien égal à 2, il va me répondre que c'est vrai, et bien heureusement. Là, en fait, cette instruction-là, elle m'a servi à quoi? Elle m'a servi, en fait, à introduire une instruction qu'on appelle randint, qui, en fait, va me permettre de sélectionner un nombre au hasard. Alors, par exemple, je vais essayer de faire mon dé entre 1 et 6. Bon, alors, vous allez me dire, ça n'a pas l'air fou comme ça, mais en réalité, à chaque fois que j'exécute cette instruction, c'est comme si je lançais mon dé, un dé équitable, et ça me permet en fait d'obtenir un nombre de manière aléatoire entre 1 et 6, et de manière équiprobable. D'accord? Si on voulait obtenir par exemple une dizaine de lancers, je pourrais en fait créer ce qu'on appelle une liste,
et demander directement à Python d'exécuter 10 fois et de me le donner dans une liste. Là, par exemple, j'ai fait une série de 10 lancers. Donc le premier lancer, j'ai obtenu 5, puis après j'ai obtenu 1, etc. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez pensé qu'ici, il est truqué. Vous voyez, bon, effectivement, 5, il a l'air d'apparaître assez souvent, mais à chaque fois, voilà, on a une série de 10 lancers. Alors, moi, dans mon exercice, j'ai défini, en fait, une fonction, alors, comme une variable aléatoire, où qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Bah, je suis en train, en fait, de lancer mon dé, de récupérer des résultats, et si jamais mon résultat, c'est 2, 4, 6, eh ben, je vais retourner moins 8. Et sinon, je vais retourner 2 fois le résultat. C'est exactement, en fait, ce que l'on a fait avec... c'est exactement notre exemple. Et donc, à chaque fois que je vais marquer X, en fait, il lance. Donc, je ne sais pas ici si ça a été 2, 4 ou 6 qui a été sélectionné, mais je sais que c'est une de ces faces qui a été sélectionnée. D'accord? Là, par exemple, je sais que c'est la face numéro 3 qui a été sélectionnée, il m'a répondu 6, et que la seule manière d'obtenir 6, c'était d'obtenir la face 3. Ici, par exemple, j'obtiens 2, bah, nécessairement la face qui a été obtenue, c'était 1. Ici, bah, c'est nécessairement la face 5, et là, ainsi de suite. Donc, on peut le répéter un certain nombre de fois, même une centaine de fois. Donc cette fonction-là me permet en fait de simuler exactement un lancer de mon dé et la fonction me donne en fait le gain. Elle ne me donne pas le lancer, elle me donne juste le gain. Et en fait, cette dernière fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, en fait, au départ, elle va prendre S qui vaut 0. Alors ici d'ailleurs, je vais vous supprimer pour l'instant le divisé par N. Peut-être qu'au lieu de marquer moyenne, je vais marquer somme dans un premier temps, pour que vous compreniez. Et je vais mettre à jour en exécutant. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, ici, ça va compter en fait le gain total. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais répéter 100 fois, 10 000 fois mon expérience, et à chaque fois, je vais ajouter à S le gain que j'ai. Donc si j'ai perdu plusieurs fois 8 euros, et ben en fait, je vais avoir mon déficit qui va se cumuler. Donc par exemple ici, si je demande somme de 10, ben, je vais obtenir 22. Ça veut dire qu'à la fin de mes 10 lancers, eh ben, j'ai gagné 22 euros. Ce qui est a priori plutôt une bonne affaire. Ici, ah, j'ai perdu 24 euros. Mais je peux le faire avec des nombres beaucoup plus grands, du style 100, d'accord? Du style 1000, et ainsi de suite. D'accord? Et vous voyez qu'a priori, on perd quand même plutôt de l'argent. Mais ce que j'avais fait, c'était pas tout à fait cette fonction-là. Moi, j'avais fait moyenne, et donc en fait, j'avais divisé la somme totale, la totalité des gains sur les n jeux, par n, pour savoir combien j'avais en moyenne. Donc, bah, refaisons par exemple pour 10, par exemple. Bon, on obtient 2,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, j'avais gagné 24 euros, j'ai divisé par 10. Si je le refais, ah, bah là, j'avais gagné 18 euros, donc en moyenne, j'ai gagné 1,80 €. Là, j'ai dû obtenir 8 euros. Enfin, j'avais perdu 8 euros, j'avais un déficit de 8 euros, et donc en moyenne, j'avais perdu 80 centimes. Ce qui est intéressant, c'est quand on va augmenter notre valeur, on va peut-être y aller à 10 000, vous voyez, là, est-ce que à 1000, vous voyez, on a l'air d'être quand même assez négatif, mais même augmentons à 10 000, voire même 100 000. Et si vous regardez à 100 000, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, ça a l'air d'être se stabiliser, c'est-à-dire qu'on obtient toujours des valeurs finalement qui sont assez proches de -1. Et ce fameux -1 qui correspond à l'espérance. Donc évidemment, il y a très peu de chances pour que vous tombiez exactement sur l'espérance, mais l'espérance, à partir du moment où vous jouez un très grand nombre de fois, ça va être une excellente, ça va être une excellente approximation. Enfin, c'est pas l'espérance qui est une approximation, mais ça va être une excellente estimation de la moyenne que vous risquez d'avoir. D'accord? En gros, c'est presque l'estimation parfaite, mais c'est vraiment vers quoi vont tendre les moyennes, vous voyez? Et on peut continuer comme ça, hein, vous voyez? On obtient à chaque fois quelque chose qui est très proche de -1. Et pour compléter notre chapitre, eh bien, il nous manque en fait un indicateur qui est un indicateur de dispersion. D'ailleurs, c'est souvent une erreur que l'on fait. C'est-à-dire que en statistique, souvent, on ne regarde que la moyenne. On dit, voilà, on a une classe qui a 10 de moyenne, on est très content. Mais en fait, vous pouvez avoir deux types de classes qui ont 10 de moyenne. Vous pouvez avoir une classe où tous les élèves ont 10, donc
En moyenne, ça fait 10, et la classe est très très homogène. Tout le monde a 10, ils sont tous moyens. Mais vous pouvez aussi avoir une autre classe qui a 10 de moyenne, c'est-à-dire la moitié, ils ont 0, et l'autre moitié, ils ont 20. Et vous ne pouvez pas dire que la moyenne, que l'indicateur 10, ça va résumer de manière efficace ces deux classes. Il va vous manquer un indicateur qui est l'indicateur de dispersion, qui est très faible, enfin qui est nul même dans la première situation, où tout le monde a 10, et qui va être très très élevé dans la deuxième situation. Et bien, pour une variable aléatoire, c'est la même chose. On va en fait essayer on va avoir deux indicateurs. Vous allez voir que l'indicateur, les deux les deux ont des avantages et des inconvénients. On va définir la variance et on va définir l'écart type. Vous verrez que l'écart type, c'est quand même l'indicateur qui, en termes d'unité, a la même unité que la variable que l'on étudie. Et donc, on va dire que d'un point de vue concret, c'est plutôt lui que l'on va utiliser comme indicateur de dispersion. Mais vous verrez que la variance, elle apparaît en terminale dans d'autres calculs. Et donc, finalement, elle a un intérêt. Même si au niveau des unités, ça ne fonctionne pas. Si votre variable aléatoire, par exemple, je sais pas, moi, c'est des distances que vous obtenez, eh ben vous allez vous rendre compte qu'en termes d'unité, ça va être au mètre carré, ça va être à l'unité au carré. Et donc, on a une sorte de distorsion qui fait que c'est assez difficile à interpréter. Donc, voilà la formule. Alors, en fait, c'est quoi? Ben, ça va être en fait encore une moyenne des pondérés, mais alors des valeurs des x1, de la différence que l'on a par rapport à l'espérance. Et cette différence, on la compte au carré. En fait, plusieurs manières de le voir, mais le fait d'évaluer au carré, ça ne permet en fait que d'augmenter les erreurs, ce qui n'est pas de phénomène de compensation, puisque vous n'avez pas du négatif et du positif. En gros, à chaque fois que vous avez une dispersion importante, on veut le compter positivement. Et comme un carré est toujours positif, ici, vous avez bien à compter que positivement des écarts. Donc c'est une formule à apprendre, et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Bon, bah, calculons sur cet exemple-là ce que ça donne. Donc ici, on va avoir notre variance de x. Donc c'est 3 sixièmes ou 1 demi, c'est un petit peu la même chose. Je vais peut-être calculer 3 sixièmes ici. De ma valeur moins 8, moins l'espérance qui était moins 1. Et il faudra que je mette tout ça au carré. Plus 1 sixième multiplié par 2 moins moins 1, le tout au carré. Plus 1 sixième multiplié par 6. Alors, moins moins 1, on a compris que ça faisait plus 1. Hein. Plus 1 sixième fois 10 plus 1 au carré. Bon, bah, regardons ce que ça donne. Bah, ici, on va avoir 3 sixièmes. Alors, moins 8 moins moins 1, c'est moins 8 plus 1. C'est moins 7, et c'est au carré, donc ça va être 49. Oui, 3 fois 49. Ensuite, ce 1 sixième, ben, ce 2 moins moins 1, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Donc, vous voyez, à chaque fois, en réalité, on regarde l'écart et on le met au carré pour être sûr qu'il n'y ait pas de phénomène de compensation. Que si vous êtes en dessous ou au-dessus, finalement, c'est l'écart qui va compter. Plus 1 sixième fois, alors 6 plus 1, on retrouve 7 au carré. Plus 1 sixième de 11 au carré. Et donc ma variance, je vais trouver 163 sur 3, c'est-à-dire environ 54,3. On va peut-être laisser au dixième. Et si on veut calculer l'écart type, bah c'est tout simplement la racine carrée de 163 sur 3. Et je vais obtenir ici un écart type qui est environ égal à 7,37. Alors cet indicateur de dispersion, il est difficile à interpréter seul. Mais imaginons que j'ai deux jeux avec le dé, et mes deux jeux ont la même espérance qui est de moins 1. C'est-à-dire que je sais qu'en moyenne, je perds 1 euro. Mais celui qui a le plus grand écart type, c'est celui qui aura les valeurs les plus dispersées. Par exemple, si je multiplie toutes les valeurs par 10, je perds 80 euros, je gagne 100 euros, etc. Ben, mon écart type, en fait, toutes ces valeurs vont être multipliées par 10. Je vais avoir un écart type de 73,7. Et donc, plus l'écart type, plus la variance est grande, plus en fait les valeurs sont dispersées. On pourrait même dire que plus le risque en fait du jeu est important. Alors, il est important de pouvoir vérifier avec sa calculatrice comment on peut faire ça. Alors, je vais présenter avec deux calculatrices pour qu'il n'y ait pas trop de jaloux.
Donc la numWorks d'abord, bah, en fait, on va calculer en fait la moyenne et l'écart type d'une série statistique dont les fréquences correspondent en réalité aux probabilités, tout simplement. Donc par exemple, les valeurs ici, on avait -8, d'accord? Avec un effectif qui était de 1,5. Ah, alors, j'ai peut-être mal fait. 1,5, tout à fait. Ensuite, j'avais du 1/6. J'avais quoi comme valeur? Eh ben, j'avais 2, si j'avais obtenu la phase 1. Si j'avais obtenu la phase 3, j'avais 6. Et j'avais encore une chance sur 6. Et enfin, la dernière valeur qui était possible, c'était d'obtenir 10, toujours avec une probabilité d'une chance sur 6. Donc en fait, là, j'ai rentré mes différentes valeurs. En fait, j'ai rentré ma loi, hein, tout simplement. Et ici, hop, je me suis trompé. Si je vais sur l'icône statistique, en fait, ça va me calculer plein de choses, mais ce qui va m'intéresser, c'est en fait la moyenne qui est mon espérance, qui est bien de -1. Et ça me calcule également l'écart type et la variance. Et on retrouve bien que les résultats qu'on vient de calculer à l'instant, eh ben, ils sont tout à fait corrects. Ouais, je vais vous proposer aussi de le faire avec une autre calculatrice. Euh, alors le fonctionnement ici, c'est aussi un petit peu la même chose, c'est-à-dire dans le module statistique. Et dans ce module statistique, en fait, sur la première colonne, on va donner les différentes valeurs. Donc, -8, on avait dit 2, on avait dit 6, on avait dit 10. Et dans la deuxième colonne, en fait, on va donner les probabilités associées, en fait, les fréquences associées. Donc, 1,5, 1/6, 1/6, et encore 1/6. Et on n'a plus qu'à calculer. Alors ici, pour calculer, comment faisons-nous? Eh ben, je crois que c'est dans statistiques. On va dans calculer, statistique à une variable. Ici, les valeurs, c'est bien dans L1. Là, par exemple, je n'ai pas marqué la liste des fréquences. Donc, il faut que je précise que c'est L2. Donc, c'est la touche 2, mais il faut d'abord appuyer sur la touche seconde. Et nous allons calculer les différents indicateurs. Et donc, au final, on obtient ces résultats-là, où vous avez, en fait, de la même manière, la moyenne qui est égale à -1. Et ça vous donne aussi l'écart type qui est environ égal à 7,37. On vient de terminer notre chapitre, en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Mais je vous souhaite un bon travail et à une prochaine fois.